quelle action pour surmonter les obstacles au recours aux soins? Et j'aimerais rajouter dans les contextes humanitaires, bien sûr, puisque c'est le sujet. Pour modérer cette table ronde avec moi, j'accueille avec grand plaisir Laurent Vidal. Alors Laurent, vous êtes anthropologue, vous êtes directeur de recherche à l'IRD. Cela fait déjà 40 ans que vous travaillez en Afrique, hein, que ce soit Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, sur les questions de santé et notamment les épidémies. On pense au sida, mais aussi aux maladies vectorielles, à la tuberculose, mais aussi à la santé maternelle, qui est en dehors des analyses sur les épidémies. Vous travaillez aussi sur l'épistémologie des sciences sociales. Ah, ça y est, on a je pense, les traducteurs qui marchent. D'accord. Donc, vous avez travaillé aussi sur l'épistémologie des sciences sociales, une épistémologie qu'on a vue importante, dont Rio Chang a discuté, a évoqué ce matin. Vous avez dirigé le Centre des sciences sociales à l'IRD à Abidjan au début des années 2000, puis au siège à Marseille. Vos derniers postes, vous avez été représentant au Mali jusqu'à maintenant, et là, vous êtes vous-même en transition vers votre poste à Pretoria en tant que directeur du bureau conjoint IRD-CNRS-CIRAD. Merci Virginie. Bonsoir, bonjour tout le monde. Ça dépend des contextes culturels. Dans certains contextes culturels, à partir de 13 h, on dit bonsoir. Bon. Bonjour à tout le monde. Merci à la Fondation pour l'invitation, au-delà de l'excellente opportunité effectivement de se réunir à l'occasion de ces 10 ans. Donc peut-être quelques mots rapides avant d'introduire et puis de laisser la parole surtout à nos panélistes. C'est qu'effectivement, c'est cette question de la transition humanitaire qui nous occupe aujourd'hui. Et je pense que ça a été dit ce matin, je ne sais pas si c'était par Jean-François Maty, que finalement, c'est pas tellement les objets de l'aide humanitaire qui changent, et donc ce faisant, les recherches sur les questions humanitaires, mais plutôt que les conditions de déploiement de cette aide qui se transforment, donc qui sont en phase de transition. Et on a eu, et encore une fois, merci aux étudiants de nous avoir fait cet exercice de prospective, où on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui vont se transformer autour de l'inclusion des nouvelles technologies, ce que vous disiez, des relations nord-sud, de leur ancrage dans des systèmes locaux. Alors, heureusement, sur ces deux derniers points, on n'attend pas 2050 pour s'y préoccuper, mais toujours est-il que c'était vraiment utile dans cette réflexion-là. Et que donc, pour dire que c'est plutôt effectivement les attentes qui évoluent plus que les objets, et peut-être même les principes. Alors, parmi les principes, on pourrait parler, et ça vaut pour l'aide humanitaire comme pour l'aide au développement, sur la problématique, par exemple, de la redevabilité. Mais parmi les questionnements qui agitent le monde humanitaire comme le monde de l'aide en général, et donc les observateurs et les analystes de ces mondes-là, c'est la problématique de l'utilité, de la pérennité de cette aide et de sa connexion avec les programmes de développement. Donc naturellement, dans ces reconfigurations-là, transitionnelles, si on peut les qualifier ainsi, la recherche a pour mandat, et ce n'est pas spécifique à ce champ-là, de saisir ces évolutions pour espérer pouvoir, alors là c'est peut-être un peu plus spécifique, c'est une exigence peut-être d'ordre éthique, moral, enfin en tout cas ça pose une problématique épistémologique, de pas uniquement penser, mais en tout cas de penser pour essayer d'agir, enfin en tout cas de penser pour essayer de proposer des pistes d'action en toute modestie, parce que le chercheur n'est pas forcément, il peut l'être, mais en général il n'est pas acteur lui-même de l'aide, dans le sens où il met pas en œuvre les actions qu'il décrit, qu'il critique, et donc il pourrait proposer des améliorations. Et de ce point de vue, et je ne vais pas être très long, je pense que c'est particulièrement intéressant de rentrer dans ces questions-là par les problématiques de santé. Bon, parce que, alors, à l'instar des autres questions, s'y croisent les tensions, si vous voulez, les dilemmes entre l'urgence humanitaire et les défis structurels relevant plus jusqu'à présent de l'aide au développement, mais on voit bien qu'il y a des glissements de l'une à l'autre. S'y nichent aussi des problématiques massives dans nos mondes actuels de vulnérabilité et d'inégalité sociale, en santé, mais pas que. Et là, on est plus dans des problématiques propres aux questions de santé. C'est pour ça que c'est un sujet intéressant à discuter aujourd'hui.
parce qu'on est confronté à des souffrances physiques et psychologiques. Et ça, ce ne sont pas tous les objets de recherche ou toutes les actions en matière d'aide qui renvoient à ces problématiques-là qui relèvent de l'intime, mais aussi de défis plus largement structurels. Donc cette table ronde, comme Virginie a dit, a ceci d'intéressant. Donc bon, je commence par nous jeter des fleurs avant que vous applaudissiez, à dire qu'effectivement ça va croiser des regards. Alors nord-sud, hein, pour faire les choses directement, des regards aussi portant sur sur des faits épidémiques en tant que tels, d'autres moins relevant plus des problématiques de santé. Et je crois que c'est ce dialogue-là qui va être intéressant à mettre en œuvre. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier propos de ma collègue Alice Desclos, qui est médecin, anthropologue de la santé, directrice de recherche à l'IRD et qui a travaillé dans beaucoup de régions du monde et notamment ces dernières années en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal. Les intervenants ont des diapositives. Voilà. C'est bon. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et je vais pousser à grands traits l'évolution du cadre Pardon. Où est-ce qu'il faut se diriger pour faire tourner les diapos? L'ordinateur au fond. Oh là là. Ça marche pas. Je peux. D'accord. Je voulais. Merci. Donc, diapo, s'il vous plaît. Donc, on va voir ensemble très rapidement le fait que les crises épidémiques sont des catastrophes humaines, mais elles peuvent être des opportunités de transformation, notamment quand elles ont une ampleur planétaire qui permet de mobiliser des acteurs et des ressources. Et on va voir ces transformations à propos de 2 épidémies au profil très différent et depuis l'Afrique de l'Ouest. Alors d'abord, l'épidémie ouest-africaine d'Ebola, c'est une épidémie, on pourrait dire, pré-transition humanitaire, puisque sont intervenues des institutions de santé globale qui sont venues appuyer, aider, soutenir les services de santé débordés. Et c'est plutôt après l'épidémie que sont mis en place des programmes visant à augmenter les capacités nationales. Pour la pandémie de Covid, sur tous les continents, l'OMS a utilisé la formule « on a construit le bateau alors tout en naviguant » face à la succession de vagues, chaque vague étant une opportunité pour améliorer un aspect des systèmes de soins. Alors ces transformations, je vais les aborder d'abord sur les dispositifs de réponse et de contrôle, ensuite sur les modes d'engagement des sociétés civiles et on va discuter des enjeux pour la recherche. Diapo. Alors d'abord, la gestion de l'épidémie d'Ebola en Guinée en 2014. Alors, sous assistance globale, il faut rappeler qu'il y a eu en gros 4 mois entre le premier cas et la déclaration de l'épidémie. Et il a fallu encore 6 mois pour que les organisations internationales déploient toute leur aide, notamment avec des centres de traitement Ebola clés en main dans les pays. Et en 6 mois, il y avait déjà eu les 3 pays touchés, un grand nombre de malades et de décès. Et dans les suites d'Ebola, ont été développées d'abord les capacités diagnostiques locales qui font que sur l'épidémie de 2021, le virus la déclaration et le virus a été faite et le virus a été séquencé dans quelques jours après le premier cas sur place et ont été construits entre-temps des centres de traitement pour les épidémies permanents dans tous les pays. Ont été mis en place des centres nationaux de coordination des opérations d'urgence avec des experts, des compétences multisectorielles et ont été développées des compétences et les moyens pour la détection et le suivi épidémiologique. OK. Et puis, la recherche thérapeutique a été initiée et vaccinale aussi à la fin de l'épidémie, ce qui a permis de continuer dans les épidémies suivantes. Pendant la pandémie de Covid, il y a d'abord l'Africa CDC qui avait été mis en place et qui a été activé, qui est devenu pleinement opérationnel, comme les CDC européens et américains, et qui apporte une expertise régionale et un soutien au pays. L'OMS Afrique s'est redéployée pour être à un niveau plus opérationnel en créant 2
plateforme de coordination et s'est organisée dans 2 régions qui sont l'Afrique de l'Ouest et du Centre, centralisée à Dakar, basée à Dakar, et l'Afrique de l'Est et du Sud, basée à Nairobi, donc plus proche de réalités d'organisation et aussi linguistique et culturelle. Il y a eu des stratégies de rattrapage des faiblesses structurelles des systèmes de soins. Alors peut-être un des meilleurs exemples, c'est l'accès à l'oxygène. Et pour le Burkina Faso, le Burkina s'est doté de 99 respirateurs, ce qui a fait passer son pool de respirateurs de 1 à 100 pendant la pandémie de Covid. Et ce qui a été aussi évident, c'est la prise de conscience du fossé pour l'accès au traitement en Afrique et aux vaccins. Donc, ont été mis en place des perspectives de production et de recherche. Diapo. Alors, pour les sociétés civiles, évidemment, les modes d'engagement dépendent du profil de l'épidémie et de l'atteinte clinique de chaque maladie. Pour Ebola, on pourrait dire que la société civile a été sidérée. Il y a eu la peur, la défiance, liée aussi à des interactions avec des mesures de santé publique parfois violentes. Et autre aspect, il faut souligner le rôle essentiel des acteurs communautaires en première ligne pour rendre les mesures de prévention et de soins acceptables. Alors, des acteurs qui sont souvent invisibles, précaires et peu protégés par rapport aux risques. Pour la pandémie de Covid, la société civile s'est engagée à différents niveaux, de l'action communautaire à l'activisme, même, on pourrait dire, dans certains pays. On a eu une extension et une hybridation des mobilisations communautaires, par exemple avec la diaspora, grâce aux nouvelles technologies, ou avec des décloisonnements entre associations professionnelles et communautés. Les acquis des mobilisations face au sida, il y a 20 ans, 30 ans, ont fonctionné. Ils ont permis de protéger les personnes vivant avec le VIH et les populations vulnérables. Mais le modèle de gouvernance mis en place notamment par le Fonds mondial n'a pas été élargi, repris pour traiter du Covid. Alors l'OMS a aussi beaucoup évolué dans sa position, puisque maintenant elle soutient les mobilisations communautaires et la co-construction des stratégies de réponse. Mais les acteurs et les expériences restent, on peut dire, peu reconnus et précaires. Diapo, s'il vous plaît. Alors les enjeux, c'est des enjeux anciens, hein, donc là je vais vraiment survoler les inégalités de réponse, les conflits entre logique politique et santé publique, la question de l'équité, les insuffisances des services sanitaires, les effets sociaux à moyen et long terme qui sont généralement méconnus et non gérés, on l'a vu avec la pandémie. Les nouveaux enjeux, diapo s'il vous plaît, ils sont d'abord liés au changement d'échelle temporelle. Donc, on a maintenant des dispositifs qui permettent d'avoir des données épidémiologiques sur le nombre de cas, de décès, à peu près chaque semaine dans les pays, qui sont centralisés. Et donc, on a une information rapide à propos des émergences et leur évolution. Donc, ça permet d'ajuster à peu près tous les 15 jours les réponses sur les bases de niveau de risque et d'avancée de l'épidémie. Par ailleurs, donc un turnover des stratégies qui peut être beaucoup plus fin et plus rapide. Par ailleurs, il y a une vraie volonté de sortir du cycle panique et négligence en développant la préparation, donc l'anticipation des crises épidémiques, par des formations, la définition de procédures, la constitution de stocks d'urgence, les simulations et des formes de coordination horizontale et verticale en amont des crises. D'ailleurs, l'anticipation précise apparaît maintenant pour les niveaux de risque nationaux et l'OMS vient d'annoncer qu'elle était capable d'informer les pays 2 mois avant l'émergence d'une épidémie pour des épidémies qui dépendent de facteurs qui ont été modélisés ou des épidémies récurrentes comme celle de choléra. Alors ceci grâce à toutes ces données épidémiologiques désormais disponibles et à l'intelligence artificielle pour capter des signaux faibles. Donc, ça veut dire que la préparation s'accompagne d'un temps qui est le temps de readiness, comme on dit, qui est aussi très intéressant pour se mobiliser. On ne se mobilise plus après la déclaration de l'épidémie. Alors, d'autres enjeux liés au changement d'échelle spatiale, l'accélération de la diffusion des épidémies amené à se focaliser sur la dimension régionale, celle de l'Afrique, ou sous-régionale, alors exemple l'Afrique francophone, plutôt que des approches nationales ou nationalistes. Alors, il faut savoir que dans la région AOC, la coordination par l'OMS s'est adjointe aussi à un groupe qui travaille sur les liens entre action et recherche. C'est la seule région d'ailleurs où ça a eu lieu.
Alors tout ça questionne évidemment la cohérence dans les contextes sociaux et culturels qui sont à une échelle plus fine, et aussi la cohérence verticale, locale, nationale et régionale. Enfin, enjeu lié à l'approche de plus en plus collaborative et intégrée. Alors, le DG de l'OMS, le docteur Tedros, répète que les épidémies commencent et se terminent dans les communautés. Donc, elles doivent être en première priorité pour la préparation. Pour l'OMS, la gouvernance par la démocratie sanitaire avec une représentation des communautés, y compris au niveau de décision, elle est basée sur des preuves. Et l'OMS promeut donc une approche multisectorielle et inclusive associant la société civile. Diapo. Alors, c'est la dernière diapo. Au début de la semaine, lundi, mardi, il y a eu le 3e forum du groupe de recherche qui définit la feuille de route pour l'OMS. Le premier avait eu lieu dès la déclaration de la pandémie de Covid, puis 1 an et demi après, donc c'était le 3e. Alors, j'ai retenu quelques priorités qui nous concernent vis-à-vis de la communauté, qui nous concernent particulièrement. D'abord, il faut préciser les thèmes et les questions à aborder, surtout en phase de préparation. Alors, en tant que période, pendant la préparation, mais aussi en tant que processus, en observant ou en analysant les dispositifs de préparation au sud et au nord. On devrait préparer des recherches à mener pendant la crise. Alors en amont, il faudrait anticiper tous ces aspects administratifs, la réflexion sur l'éthique, l'obtention des autorisations, les méthodes, l'organisation, éventuellement proposer des sortes de protocoles génériques qui seront adaptés au moment de la crise. Ensuite, il faut développer des recherches inter- et transdisciplinaires et des recherches plus participatives. Il faudrait aussi intégrer l'approche One Health, santé humaine, santé animale, santé environnementale, pour la recherche sur les menaces épidémiques de zoonose ou de résistance aux antimicrobiens. Développer des recherches qui favorisent la construction sociale et des convergences, sachant que la confiance est difficile de mettre à construire en phase de crise, et donc étudier ces différents aspects à la phase de préparation et de crise. Préciser les effets de l'effacement de la distinction entre crise-urgence et développement, renforcement du système de santé, du fait d'épidémies qui sont plus fréquentes et plus globalisées. Et enfin, dépasser les inégalités structurelles persistantes que Rioja a appelées épistémiques dans la production de connaissances scientifiques. Donc, vaste programme que j'ai traversé à toute vitesse. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alice. Je crois que ta présentation nous permet de poser un problème important qui est celui de la capitalisation ou pas des connaissances et des expériences d'une épidémie à l'autre. Qu'on soit acteur humanitaire comme chercheur ou analyste de ces événements-là. Et juste un point, tu as parlé de sidération pour Ebola, mais pas de sidération pour Covid. Et je pense que la société française confrontée à Covid a été dans la sidération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, alors ça, il faudrait convoquer les historiens de la santé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on a, dans la société française, perdu le souvenir d'une épidémie aussi massive. Donc je crois qu'il y a un rapport au choc qui a été très différencié selon les espaces culturels ou sociaux, en fonction précisément du vécu d'épidémies passées. Donc c'est ça aussi que ça nous permet de penser, je pense. Merci. Je te passe la parole pour la suite. D'accord. Je ne sais pas si ça marche. Merci beaucoup. Alors peut-être j'en profite aussi pour vous donner quelques chiffres. C'est vraiment en continuité en fait de ce que vient de dire Alice. Pour vous donner une idée, nous on a soutenu environ 33 recherches de terrain dans 12 pays sur ces questions-là. Alors l'objectif pour nous des recherches, c'était vraiment de contribuer à l'élaboration d'interventions sanitaires plus efficaces, de nouveaux modèles de soins, de meilleures pratiques de santé, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et à la réflexion éthique. Alors nous, par exemple, sur les épidémies, c'est vrai que plus on étudie aussi de cas et de contextes différents, plus aussi on arrive à faire le lien, puis à connecter certains phénomènes. On a travaillé sur la réémergence de la peste à Madagascar, la maladie à virus Ebola,
le paludisme, mais aussi, ce qui est intéressant aussi sur certains territoires, c'est d'élargir, par exemple sur les territoires ultramarins, on a travaillé sur l'accès au traitement sur le cancer, par exemple, ou après sur les questions d'isolement et de vieillissement. Je pense que sur ce que tu disais, Alice, sur l'enjeu pour la société civile et pour la recherche, là, nous, on est vraiment au milieu des deux mondes, on se rend compte combien c'est difficile. Pendant la pandémie à Covid-19, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a réussi à déployer en temps de crise 10 recherches. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tous les réseaux que tu mentionnes étaient vraiment importants. Alors, d'un côté, on s'est connecté aux directives OMS, Blueprint. On a travaillé avec nos collègues de l'Institut Pasteur aussi pour faire des recherches en fait, qui n'existaient pas là où on pouvait vraiment apporter une valeur ajoutée. On a décidé de travailler sur le bénévolat en contexte épidémique qui nous permet d'aller en fait au cœur des communautés puisque on a travaillé sur le bénévolat, toutes les Croix-Rouges et Croissants-Rouges dans le monde où il y avait le Covid. En fait, leurs bénévoles étaient mobilisés. Donc, on a pu, et les bénévoles, aller dans les communautés pour expliquer, pour sensibiliser, un travail difficile. Mais ce qui nous a vraiment intéressé, en fait, c'est qu'on a été capable de faire ce travail et de se dédier entièrement à toutes les questions que tu évoques, administratives, juridiques, éthiques, qui prennent tout le temps en fait d'une structure, parce qu'il y avait des réseaux préexistants comme celui d'Ebola et on a pu être actifs parce que tous les réseaux Afrique de l'Ouest qui se connectaient aussi au réseau en France et qu'en fait les réseaux sur les différentes maladies se connectaient en sciences sociales et qu'on arrivait à agir plus vite. Donc ça, c'est super. Aussi, deux mots pour dire que quand même le travail de la Fondation ne vient pas de nulle part. Alors, outre on va dire le lien évident à ce que vous pouvez voir de la Croix-Rouge, par exemple, française autour de vous, il y a vraiment, je pense qu'il est vraiment nécessaire de rappeler que le mouvement international Croix-Rouge et Croissant-Rouge a été assez précurseur dans la vision internationaliste de la santé. C'est ce que rappelait le professeur Mattei ce matin pour ceux qui n'étaient pas là, que ce soit avec la médecine de guerre, la santé post-conflit. Et c'est vrai que aux côtés du CICR, quand la Ligue a été créée en 1919 lors d'une conférence médicale à Cannes, il y avait aussi cette question de gouvernance mondiale de la santé qui n'existait pas, puisque la Ligue a été créée en même temps que la Société des Nations, en fait. Il y avait cette question aussi de la santé, de gouvernance de la santé qui était aussi en gestation avec aussi les comités d'hygiène, et qu'en fait, tout ça aussi a été au niveau, si on prend un point de vue un peu plus surplombant sur le point de vue des acteurs et de la gouvernance, quelque chose entre les guerres qui a beaucoup bougé, qui a été extrêmement intéressant, puisque un acteur pouvait pas tout faire, être en même temps sur le terrain, en même temps s'occuper de gouvernance et de régulation. Et en fait, ça a été beaucoup d'interactions qui sont fascinantes, que les historiens sont en train vraiment de décortiquer, entre l'OMS naissante dans l'après-guerre, la Ligue avec les sociétés nationales, et qui essayaient de trouver chacun en fait leur rôle, leur valeur ajoutée. On peut penser par exemple à des activités uniques, qu'on n'en parle plus d'aujourd'hui, mais là, l'entre-deux-guerres, c'était les maladies vénériennes qui occupaient beaucoup les sociétés et sur laquelle, par exemple, la Ligue Croix-Rouge, Croissant-Rouge était extrêmement active. Donc, il y a aussi, en reprenant l'intervention d'Anissé ce matin, la trajectoire est aussi importante pour voir aussi où on en arrive aujourd'hui entre tous ces sujets évoqués sur le terrain en lien avec aussi la gouvernance de la santé mondiale qui continuent leur trajectoire et qui sont extrêmement intéressantes à observer à tous les niveaux. J'en viens maintenant à la prochaine intervenante. Donc, nous allons partir sur d'autres territoires avec Aude Sturma, qu'on connaît bien. Aude, vous êtes docteur en sociologie. En 2013, votre thèse portait sur les défis de l'assainissement à Mayotte, dynamique de changement social et effet pervers de l'action publique à l'Université Toulouse 2. Vous vous intéressez plus particulièrement aux interactions complexes entre les normes environnementales, les organisations sociales ou l'organisation sociale et les pouvoirs politiques locaux en lien avec le système institutionnel. Alors, vos expériences dans l'océan Indien vous ont conduit à analyser le lien entre gouvernance locale de l'eau et la précarité sanitaire, des sujets ô combien d'actualité. Avec la Fondation, vous avez conduit une recherche qui a examiné la gestion sociale de l'eau dans une commune à Mayotte, où la pollution de l'eau a entraîné une crise sanitaire avec des cas récurrents de fièvre typhoïde. On va se décentrer aussi sur ces territoires et voir comment finalement la question de l'eau peut nous amener et nous connecter aussi au sujet évoqué par Alice.
Je sais pas. Peut-être me lever. Bonjour. Merci pour cette introduction. Oui, c'est vrai que moi, mes travaux se situent plutôt en amont des épidémies, même si j'aurais quand même une slide sur l'épidémie de Covid à Mayotte. Et je vais vous parler en fait des stratégies d'adaptation des populations vulnérables. On peut passer à la slide suivante. Quelques chiffres quand même pour brosser un peu la situation de Mayotte. Mayotte, c'est 300-350 000 habitants, dont la moitié est d'origine étrangère. Et sur cette moitié, il y a la moitié qui est en situation irrégulière. Donc, on parle de milliers de personnes qui passent sous les radars, en fait, des dispositifs de soins et de santé. De manière globale, le niveau de revenu moyen est 3 fois inférieur à la moyenne française. C'est donc un département français qui est soumis au droit commun. Avec un contexte de vulnérabilité sociale structurelle forte pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Seulement 30% des Mahorais ont accès à un assainissement collectif. C'est 10% qui n'ont pas accès à l'eau. Les habitats en dur, c'est à peu près 8%. Pour les habitats en tôle, c'est plus de 60% qui n'ont pas accès à l'eau courante. Donc, de fait, ça entraîne un enjeu sanitaire fort. Et sur l'île, il y a effectivement plusieurs foyers de fièvre typhoïde, avec un contexte de pénurie d'eau, puisque la première crise de l'eau date de 2017, et je vous parlerai évidemment de l'actualité. Alors, déjà en première stratégie, pour ceux qui ont accès à l'eau, qui ont accès à un compteur, solidarité forte, on partage le compteur, comme vous pouvez voir sur la photo, mais ça a un effet d'augmenter le prix au mètre cube d'eau, puisque le tarif de l'eau à Mayotte est progressif, de fait que moins on consomme d'eau, moins le prix de l'eau au mètre cube est fort. Plus on consomme d'eau, plus le prix au mètre cube s'élève. Ce qui fait, selon mes recherches, une moyenne mahoraise qui s'élève à 17% de la part de la facture d'eau sur le budget des ménages, quand on sait qu'on considère au niveau international qu'un foyer en situation de vulnérabilité économique, c'est entre 3 et 5%. Slide suivante. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau, plusieurs stratégies. Aller à la borne fontaine monétique. 93 bornes fontaines sur l'île. Le maillage, il n'est pas suffisant. Ça entraîne des déplacements, mais ça pose la question de comment on se déplace quand on n'a pas de papier, qu'on a peur de se faire arrêter par la police aux frontières. Ça pose aussi la question du transport et du stockage de l'eau. D'autres situations, c'est la possibilité de se rabattre sur de l'eau brute, les rivières, 3%, les puits et les sources résurgentes qui sont, selon l'ARS et selon des résultats d'échantillonnage, très polluées avec la présence de pathogènes. Durant la recherche qui a été soutenue notamment par la Fondation Croix-Rouge, dans ce contexte, en fait, les acteurs de santé ils se posaient la question de pourquoi ces populations vulnérables, elles manifestaient pas suffisamment, elles manifestaient pas, pourquoi elles se plaignaient pas. Et donc, avec derrière une hypothèse des épidémiologues qui était de dire peut-être que aussi il y a un système immunitaire qui est renforcé. Et ce qu'a montré la recherche du Néo, c'est qu'en fait, il y a plutôt une habituation à la maladie. C'est-à-dire qu'on s'habitue aux symptômes. On parle de maladie hydrique. Et donc, c'est normal, c'était banal d'avoir 2-3 fois par mois des symptômes de diarrhée. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la façon dont on va hiérarchiser ces risques. Quand on est en situation très précaire, évidemment, l'accès à l'eau et l'accès à une eau de qualité, elle est reléguée après des questions de survie, des questions de déplacement. Ce qui a été mis en avant aussi, c'était l'impossibilité de répondre aux mesures d'hygiène comme les messages qui étaient passés en ARS, faire bouillir l'eau. Quand on sait qu'une bonbonne de gaz à Mayotte, c'est 25 € et qu'on peut toucher que 20 € par mois, évidemment, on va économiser ce gaz. C'est perçu comme chronophage et trop énergivore. Je vais passer. Alors oui, ce qui déclenchait aussi la consultation, finalement, en fait, c'était plutôt la fièvre plus que le symptôme de la maladie. On peut passer à la slide suivante. Un autre enseignement aussi, c'était un petit peu la doctrine des acteurs de santé, qui était de dire il faut passer par la santé communautaire, sans que finalement, en plus, la santé communautaire, elle soit vraiment définie, notamment en ARS.
Et ce qui a été mis en avant, c'est que dans ces communautés-là, il fallait sortir un peu de l'idée qu'il y avait des communautés qui étaient stabilisées, qui étaient formalisées, et que du coup, il y avait potentiellement un danger d'appuyer un service public sur ces communautés qui étaient plutôt fragiles. Par ailleurs, Alice, tu l'as mentionné tout à l'heure, le rôle du relais communautaire, bénévole, en situation irrégulière, et ce rôle-là de relais, ça l'expose. Et donc, ça le soumet potentiellement à des conflits au sein de sa communauté, à des jalousies. Et donc, il y avait aussi tout un travail sur comment on valorise en fait ces relais communautaires. Donc, la solution qui a été proposée à ce moment-là, la plus pertinente, c'était d'appuyer ces relais communautaires par des associations locales ou des ONG bien identifiées. On va passer à la slide suivante. Voilà, j'avais quand même envie de parler du savoir expérientiel et des marginaux séquents pour l'épidémie de Covid, juste pour comparer avec le cas de Toulouse et de Lille, où sur Toulouse et Lille, il y a eu des coupures d'eau sur les sources communales. Et donc, il y a Utopia 56 qui s'est mobilisé pour obliger et porter plainte pour que les communes amènent de l'eau aux publics les plus précaires et aux sans-papiers. À Mayotte, il y a des rampes d'eau qui ont été mises en place de manière assez rapidement. Et en fait, c'est ce que j'appelle, qu'en sociologie, on peut appeler les marginaux séquents, notamment dans les services. Alors, marginaux séquents, c'est un individu qui sort un peu de son champ de compétences, qui prend le risque de sortir un peu de ses missions, qui évolue dans plusieurs mondes et qui va jouer un peu un rôle d'accélérateur parce qu'il détient la connaissance, parce que ça fait longtemps qu'il est sur place et qui va appuyer en fait les prises de décision. La crise ordinaire, puisque pour moi, ces populations, elles sont en situation de crise ordinaire, finalement, elle permet de développer une certaine forme de savoir expérientiel qui vient un peu améliorer les capacités à faire face, avec notamment une forte solidarité interpersonnelle et une mobilisation des ONG. Qui avait bien identifié quand même les communautés d'usage en mettant en place des dispositifs assez rapidement, des dictats collectifs, qui faisaient des relais avec les rampes d'eau, etc. Juste un chiffre, la consommation des rampes d'eau, c'est 0,3% de la consommation totale de l'île. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui, puisque ce qu'on entend dans les médias souvent, c'est que ce serait ces rampes d'eau et cet accès à ces populations précaires qui viendraient vider les retenues collinaires, etc. Je me permets de donner ce chiffre-là. On peut passer à la slide suivante. Voilà, la question, c'est est-ce qu'on est dans une chronique d'une catastrophe annoncée? On a l'impression que c'est temporaire, mais en fait, ça va s'inscrire ces coupures d'eau sur 2 ou 3 années, le temps qu'en fait les projets émergent. Aujourd'hui, en fait, il y a des coupures d'eau de 54 heures. Donc pendant 54 heures, les gens n'ont pas d'eau. Puis ils ont de l'eau pendant 16 heures, sauf que sur ces 16 heures-là, les 4 premières heures, en fait, l'eau n'est pas potable. Donc ça fait une ouverture que de 10 heures. Donc de fait, ça crée un enjeu sanitaire majeur, avec du coup la vulnérabilité des populations au risque de pollution de l'eau se généralise à l'ensemble de la population. Moi, mon désarroi aussi un petit peu, c'est le confinement des espaces de décision, en fait. On sait qu'en santé publique notamment, plus on ouvre et on rend les décisions transparentes, plus on a une confiance de la population et plus on arrive à embarquer en fait tous les acteurs. Ce n'est pas le cas à Mayotte, il y a vraiment un enjeu de déconfiner les espaces de décision. Ça va aussi entacher finalement l'action des ONG et des associations locales. Par exemple, sur la photo en haut à gauche, c'était en octobre 2023, une association qui a mobilisé les gens pour des gestes à l'hygiène et au lavage des mains. Bon, il n'y a pas d'eau. Là, vous voyez, c'est octobre, ces seaux qui attendent d'être remplis, qui ne le seront certainement pas. Et donc, les gens doivent revenir plusieurs jours après pour pouvoir bénéficier d'un peu d'eau. La dernière photo, c'est juste pour vous montrer la stratégie d'adaptation de certaines populations. Dans un banga, vous pouvez voir le trait rouge, en fait, c'est une petite rigole pour récupérer la moindre pluie qui descend par un tuyau pour arriver à un bidon. Je reviens sur le manque de capitalisation en fait, dont M. Vidal a parlé. C'est très prégnant en fait, à Mayotte. C'est-à-dire qu'en ce moment, les messages de l'ARS, les 2 messages sanitaires principaux, c'est le lavage des mains et faire bouillir l'eau pour la rendre consommable. Donc ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait des résultats de recherche
comment nous, chercheurs, on arrive à faire en sorte de rentrer dans les politiques publiques, de se faire entendre pour que ça percole. Voilà. Je vous remercie. On va enchaîner par une présentation de Firmin Kra, qui est anthropologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara à Bouaké en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous l'avez voyez sur le programme, et peut-être ça mérite quelques commentaires, et puis je pense que notre collègue reviendra en détail là-dessus. Donc, de Bouaké à Marseille, regard sur les rites funéraires dans les réponses aux épidémies. Et alors, vous savez, les anthropologues, on est très friands des comparaisons, hein. Alors, à ceci près que ce n'est pas toujours des comparaisons nord-sud, première originalité. Et deuxième originalité, enfin, si je puis me permettre, hein, du travail, c'est vraiment d'avoir travaillé sur ces rites funéraires où finalement on a eu quelque chose, et je crois que c'était assez universel avec Covid, qui a été totalement escamoté, alors que c'est au cœur des préoccupations des gens, des familles qui perdent un proche. Et là aussi, si on fait un regard un peu rétrospectif, ça tranche avec la visibilité des morts. Et je ne parle pas des événements récents où tout ce qui peut être imaginé au-delà de l'imagination est diffusé sur les réseaux sociaux, que ce soit des morts violentes ou des morts dues aux maladies, y compris pendant le sida. La mort due au sida était rendue visible. Là, elle a été totalement rendue invisible, si ce n'est des sacs mortuaires. Bon, voilà, donc c'est aussi pour ça, pour ces deux raisons, je pense que c'est une approche vraiment intéressante et on vous laisse la parole. Ok, merci Laurent. Évidemment, habituellement, on a pour cette habitude de croiser les regards, mais là, je vais essayer de prolonger les regards du sud au nord. Diapo. Allez-y, diapo. Donc, avant le contexte des crises épidémiques, les thèmes qui étaient utilisés pour présenter l'évolution de la mort par rapport à la société occidentale, c'était la déritualisation, la désocialisation, le déni de la mort ensauvagée. C'est comme si on était dans des sociétés où on a commencé à perdre tout ce qui est valeur culturelle et valeur humaine. Diapo. Et de l'autre côté, on présentait la société comme une société où la mort est encore ritualisée, où la mort est encore un événement collectif, donc dans ces sociétés dites traditionnelles, où on préserve la valeur culturelle. Diapo. Et la biosécurisation des rites funéraires lors des épidémies de la maladie à virus Ebola en Afrique est venue encore et était perçue en fait par une bonne partie des populations comme de nouvelles normes occidentales qu'on importe et qu'on veut imposer en fait à ces sociétés. Et donc, on était en fait dans cette logique du genre de type, ils vont encore venir pervertir nos sociétés, ils vont encore venir nous acculturer. Diapo. Et la pandémie à Covid qui vient en fait nous rappeler que dans ces sociétés dites occidentales et modernes, que le rapport au rythme n'a pas aussi disparu parce que pendant cette période, on a eu une forte demande de rites et qui était considéré comme l'absence de rites d'ailleurs était considérée comme une catastrophe morale. Diapo. Et donc, je suis là donc, pour partager avec vous mon expérience parce que pendant la période de la pandémie, j'ai eu la chance à la fois, je ne sais pas si c'est un malheur, mais pour avoir été à l'hôpital européen pendant 6 mois pour accompagner l'équipe médicale
dans la prise en charge des décès. Donc, je vais partager avec vous l'expérience du Sud et du Nord. Diapo. Diapo. Donc, mon expérience a commencé avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et en Côte d'Ivoire, pendant cette période, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le ministère a estimé qu'il fallait éviter de manipuler les corps parce que les rites funéraires étaient considérés comme les hotspots des épidémies. Diapo. Et à la suite de cela, on a constaté que ces mesures n'ont pas été respectées. Et donc, le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de santé publique, nous invite avec l'équipe de la chaire UNESCO de bioéthique pour poursuivre des recherches sur les rites funéraires. Je ne vais pas vous faire l'histoire de comment je suis arrivé à travailler sur cette question. Et donc, quand ils nous ont contactés, on a décidé de faire une anthropologie des occasions des contacts et une anthropologie des impératifs funéraires. Peut-être après, je peux revenir dessus pour expliquer exactement comment ça se passait. Et en 2019, j'ai obtenu une bourse pour venir en France pour terminer ma thèse. Et j'arrive en France, je crois, je suis arrivé le 16, ou le 16 mars, je crois. Et le même jour, le président fait son discours. Bon, et on confine tout le monde. Et c'est comme ça que le projet Cobescov a été mis en place par Marc. Et il me dit, bon, j'étais sur lui d'ailleurs, et il me dit, bon, comme tu es chez moi et que tu es venu pour finir ta thèse et qu'en même temps on est ensemble, je te mets sur le projet. Donc ça a été une occasion pour moi de travailler à l'hôpital européen de Marseille, où j'ai profité en fait pour faire une mise en contexte de tout ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire. Diapo. Voilà, donc en regardant le sud et le nord à travers les rites funéraires, je constate que que ce soit au nord ou au sud, il y a une importante place en fait qui est accordée aux familles lorsqu'il y a un décès. Et ça, c'est l'un des points communs. Et ça c'est depuis la fin de vie jusqu'à l'enterrement. Le deuxième point, c'est que dans tous les contextes, que ce soit pour la santé publique, pour la culture, au nord comme au sud, tout ce qui est considéré comme mort extraordinaire fait appel à des mesures exceptionnelles. Ensuite, quand on est associé, et l'autre point commun, c'est que le réaménagement des rites funéraires remet en cause l'ordre des tractions, que ce soit à l'hôpital entre les équipes médicales ou que ce soit dans les villages entre les populations et parfois entre politique et population. Et aussi, il y a ce besoin du maintien en fait, du lien de sociabilité qui est aussi partagé partout dans le but de construire une mort socialement ou culturellement acceptable. Et on voit que dans tous ces aides culturelles-là, l'impossibilité en fait, de construire une mort digne ou de maintenir le lien de sociabilité est vécue par certains, surtout les médecins ou les équipes de santé, comme une activité inachevée, mais de l'autre côté, c'est aussi perçu aussi comme une mauvaise mort parce que la personne n'a pas été accompagnée. Et le choix, en fait, des rites funéraires, que ce soit au sud comme au nord, ça se base en fait sur des arrangements, sur des compromis. Ensuite, c'est que dans ces cultures, au nord comme au sud, on voit aussi que les rites funéraires sont dynamiques, c'est-à-dire que la culture n'est pas aussi statique comme on le pense, et que la culture s'adapte, en fait, elle se réinvente à chaque fois qu'il y a une situation de mort exceptionnelle. Ça se voit dans les deux sens. Diapo. Alors donc, comme je le disais, il suffit de prolonger le regard. Donc, il n'y a pas
il y a des éléments quand même qu'il faut relativiser, mais aussi qu'il faut contextualiser. C'est la notion de la dignité qui est inconstruite et qui varie d'une ère culturelle à l'autre, selon là où la personne meurt, selon qui prend en charge le corps. C'est là, en fait, qu'on va parler de mort digne ou d'enterrement digne. Ce n'est pas tout le monde qui porte le cercueil de tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de faire la toilette, en fait, de tout le monde. Donc, c'est là, en fait, qu'il y a des éléments à contextualiser. Ensuite, il y a aussi la perception du risque lorsque la personne décédée n'a pas été accompagnée selon les rythmes funéraires, par exemple, à l'hôpital. Ce n'est pas les mêmes raisons que quand on est au village. Au village, on dira que si on ne l'a pas fait, le mort va nous hanter, les ancêtres vont faire que nos familles et nos enfants vont échouer dans leur entreprise. Mais ici, on est plutôt dans la logique, en fait, de la protection de la dignité humaine selon le droit ou selon la déontologie professionnelle. Et aussi la perception sociale des fonctions du rite. Donc, c'est ça. Et aussi, dans la fonction sociale du rite, on est donc dans cette logique de là-bas. Le rituel est un outil de contrôle social. C'est-à-dire qu'à travers ça, on contrôle toute une génération, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est très souvent les anciens, en fait, les vieux, qui sont en charge, en fait, de dire ce qu'il y a à faire. Diapo. Voilà, donc les enjeux dans tout ça, c'est que quand on est en situation d'épidémie, il y a parfois une division, un cloisonnement, en fait, des dispositifs, alors que comme j'essaie de montrer, c'est que le rite funéraire, ça commence depuis les premiers signes annonciateurs de la mort jusqu'à l'enterrement. Or, très souvent, quand on est en situation d'épidémie, il y a une équipe qui s'occupe des personnes mourantes et qui se dit qu'elle n'a pas à intervenir après la mort. Et donc, il y a une équipe qui s'occupe de l'enterrement. Alors que dans la logique des faits, que ce soit à l'hôpital européen où j'ai observé et que ce soit aussi dans les villages où j'ai été, c'est une continuité. Et c'est là, en fait, qu'on parle de mort digne. C'est là qu'on construit la mort digne pour pouvoir avoir un entraînement digne. Et aussi, il y a cette articulation entre politique, risque institutionnel, risque réputationnel, qui constitue aussi un enjeu parce qu'il faut articuler tous ces risques quand on est en situation d'études. Il y a la hiérarchisation des risques et des priorités. Il y a la gestion des risques au cas par cas. Ça aussi, c'est un enjeu. Comment il faut gérer chaque situation de mort, situation d'urgence. Il y a l'articulation de la pluralité identitaire de la personne qui meurt, qu'il faut aussi articuler parce qu'un rite, c'est aussi une question d'identité. Et enfin, il y a l'anthropologie des rites en contexte d'urgence. Et ça, comment il faut faire une recherche anthropologique en situation d'urgence. Et ça, c'est le dernier enjeu que j'ai pu relever. Diapo. Voilà, donc le dernier diapo, c'est juste pour vous dire merci, merci à tous, merci à tous ces institutions qui nous ont accompagnés et tous les peuples qui m'ont aidé à avoir l'information. Merci beaucoup. Juste un mot, merci Firmin. Je pense que peut-être pour la discussion à venir, c'est un bon exemple de réflexion autour de la notion d'adaptation. Les populations s'adaptent face à des chocs, face à des crises, les formes d'aide aussi. Et à tout prendre, alors je ne sais pas si le mot est déposé à la Fondation, je préfère cette notion-là à celle de résilience. Je n'ai jamais compris très bien à quoi elle servait. Une fois qu'on a passé de la résilience, la résilience sociale, j'entends. Tout simplement parce que je ne connais pas de société qui ne soit pas résiliente.
Donc, quand on met en avant la résilience, c'est une parenthèse personnelle, quand on met en avant la résilience d'une société, je ne sais pas à quoi on la compare. Sauf, pour reprendre le titre, je pense, d'un documentaire ou d'un ouvrage qui parlait de Sarajevo, suicide d'une nation. Voilà. Une société qui n'est pas résiliente, c'est une société qui décide de s'autodétruire. Bon, on n'a pas beaucoup de cas dans l'histoire, donc ça, je préfère la notion d'adaptation, qui est plus intéressante. Voilà. Donc on va passer à notre dernier intervenant. Moi, en complémentarité aux commentaires de Laurent, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est la puissance des réseaux. Et en fait, on a du mal parfois à mesurer comment de simples connexions de réseau nous permettent un travail très fin sur le terrain. En fait, nous, la connexion aux anthropologues de la santé dans le cadre de Ebola, tout le travail, en fait, ce qui sont des réseaux de recherche, pour la première fois pendant la pandémie de Covid, nous, société civile, du fait de ces réseaux, on a été intégrés pour nous écouter, alors qu'autour de nous, il n'y avait que des chercheurs. Donc ça, c'était vraiment un changement. Et de l'autre côté, sur les réseaux Croix-Rouge et Croissant-Rouge, il y a Omar Abou Samra qui est là, il est le directeur du Centre mondial de préparation aux catastrophes basé à Washington. Pendant le Covid, on s'est dit, nous, quelles ressources on peut mettre en réseau pour répondre à la catastrophe. Et nous, la Fondation, par exemple, on était un peu mis en hotline sciences sociales. Il y a plein d'autres centres qui ont plein d'expertise pour voir comment finalement, en étant au milieu, on pouvait aider en mettant en lien les réseaux entre eux, qui sont des réseaux qui sont tellement experts sur leur travail et surtout qui sont très ancrés sur les territoires aussi. C'est pour ça qu'on a aussi invité Vincent Falguero, qui sait exactement de quoi je parle, puisque c'est un collègue de la Croix-Rouge. Vincent est sage-femme, épidémiologiste, mais aussi docteur en santé publique. Vincent, tu as partagé ton temps entre cliniciens à l'hôpital en France, et puis aussi en tant qu'expert dans le domaine de la santé humanitaire à l'international. Tu as beaucoup travaillé sur des projets de préparation et de réponse aux épidémies dans des environnements complexes. Tu as participé au développement de l'expertise de la Croix-Rouge sur le sujet, d'ailleurs, et tu as été très actif pendant la Covid-19, ce qui était étonnant puisque tu es quelqu'un qui est en poste sur l'international et tu as dû aussi te redéployer au national. Donc là, on voit encore aussi une mise en miroir. Donc d'Ebola à Covid-19 aussi. Et maintenant, tu es responsable du département santé pour les opérations internationales de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, le temps que la présentation s'installe. Moi, je vais faire une présentation peut-être un peu différente, puisque je vais plutôt faire le témoignage finalement de comment on a pu porter l'expertise internationale développée, je vais en parler, au bénéfice finalement des actions menées en France pendant la période de pandémie Covid-19. Je crois qu'il y a un problème avec la présentation. Pas sur moi là. Mais... Pas de panique. Parfait. C'est pas grave, je vais commencer le temps que la présentation arrive. Peut-être en quelques mots, l'expertise santé de la Croix-Rouge française à l'international. On intervient aujourd'hui, on va le voir quand la présentation sera là, une petite carte rapide sur différentes zones, plutôt sur l'Afrique francophone, mais également dans une zone qu'on appelle nous les trois océans, qui est la zone Caraïbe, la zone océan Indien et océan Pacifique Sud, mais également au Moyen-Orient et plus récemment, en tout cas on était présent historiquement, mais on était parti, on est revenu sur la zone Europe, malheureusement autour de la crise en lien avec l'Ukraine et les pays alentours. En termes d'expertise à l'international, pour la Croix-Rouge française, on a depuis 2 ans recentré nos activités autour de 2 grands domaines prioritaires que sont la gestion des risques de catastrophe, mais également la santé. Dans la santé, ouais, c'est plus pour les autres, moi je la connais du coup. Toi, tu sais, il n'y a pas de texte, donc tu as besoin. Non, ça va, merci. Du coup, en termes d'expertise santé, on travaille principalement autour de 4 sous-domaines prioritaires que sont les soins de santé primaire et la nutrition, tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Ça inclut également toutes les questions de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre,
On est également présent sur les questions de renforcement des systèmes de santé, alors plus spécifiquement sur la formation des ressources humaines en santé. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui travaillent avec nous sur ces sujets, notamment au sein de la Croix-Rouge. Tout ce qui va être gouvernance hospitalière, mais également système d'information sanitaire. Et le quatrième domaine, qui est celui dont je vais vous parler, qui est la question de la préparation-réponse aux épidémies et maladies infectieuses. Historiquement, la Croix-Rouge française travaille sur les questions de VIH. C'est, je crois, une des premières actions internationales historiques de la Croix-Rouge française. Il y a des témoins, je sais, dans la salle forts. Et aujourd'hui, on travaille toujours sur ce sujet, le VIH, la tuberculose, le paludisme, en termes de maladies infectieuses, mais on est également sur les sujets en lien avec les épidémies. Alors, on a beaucoup parlé d'Ebola, on a moins parlé, mais un petit peu indirectement avec Mayotte sur les questions liées à l'eau, avec le choléra, par exemple, mais également sur d'autres maladies un peu moins fréquentes, comme le Zika, chikungunya ou la dengue. Bon, ça va arriver, du coup. Voilà, diapo suivante, merci. Voilà. Sur la question des épidémies, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on a développé une expertise en lien avec la prise en charge clinique, mais pas que. On travaille beaucoup ces dernières années sur les questions d'intervention en termes de santé publique, notamment en urgence. L'objectif étant de ne pas se concentrer uniquement sur les soins des personnes affectées par les épidémies, mais aussi de pouvoir développer des interventions qui nous permettent d'agir en amont. On a parlé tout à l'heure de détection précoce à 2 mois en amont. Nous, on est plutôt sur la détection, on va dire, dans la phase suivante. L'idée étant de monter des systèmes de surveillance épidémiologique basés sur les communautés, ce qui nous permet de pouvoir détecter de manière précoce des événements inhabituels qui pourraient se dérouler au sein des populations, afin de pouvoir les analyser et agir très rapidement en amont d'une épidémie avant qu'elle s'aggrave et de pouvoir espérer en réduire les conséquences. Mais ça nous permet également de pouvoir agir pendant les épidémies pour pouvoir guider les actions. On sait que les épidémies sont des phénomènes qui sont dynamiques et pouvoir avoir des informations qui nous permettent de savoir où agir sur les zones d'intervention nous permet d'être plus efficace et de concentrer nos efforts. En lien avec le choléra, on travaille beaucoup sur des approches en lien avec ce qu'on appelle nous des points de réhydratation orale au sein des communautés qui nous permettent de pouvoir commencer une prise en charge des patients directement au niveau des communautés avant qu'ils puissent arriver au centre de traitement clinique, ce qui permet de pouvoir réduire les conséquences, puisqu'on sait que c'est une maladie qui évolue très rapidement. Voilà, on intervient également, et je m'arrêterai là-dessus, ce sont des exemples sur des questions d'intervention en termes de prévention et contrôle des infections. L'objectif étant de pouvoir préparer les systèmes de santé à se protéger face à une épidémie qui pourrait survenir, et également, évidemment, derrière, l'idée étant de protéger les personnels de santé, qui sont les personnels qui sont en première ligne de ces interventions et qui sont les premiers affectés en cas d'épidémie. Donc, voilà les expertises développées, un petit aperçu à l'international. L'objectif, là, pour cette présentation, était de vous témoigner un petit peu de comment ces expertises ont pu être réutilisées ou sur lesquelles on a pu s'appuyer pendant la pandémie de Covid-19 sur les opérations de la Croix-Rouge française en France. Donc, en avril 2020, on se rappelle tous, on l'a évoqué tout à l'heure, une pandémie qui a affecté tout le monde s'en rappelle. Et puis, il y a eu cette phase de sidération qui était aussi évoquée par Élise Desclos tout à l'heure, et qui, effectivement, et c'était la remarque qui était faite, a peut-être un peu moins affecté les populations qui étaient habituées aux épidémies, mais qui a parfaitement et complètement affecté la population française, qui n'était pas du tout habituée à faire face à ce type d'événement. Et finalement, l'ensemble des organisations en France qui agissent au quotidien dans le champ du social, du médical, etc., ont subi également, parce qu'ils ont été victimes. C'est ce qu'on dit souvent quand il y a des catastrophes. Les premières victimes les répondants des pays sont également victimes et affectés par la survenue de la catastrophe. Et c'est évidemment le cas quand on a une pandémie qui affecte l'ensemble de la population. Et du coup, on s'est retrouvé dans une phase un petit peu complexe où il a fallu réagir de manière à pouvoir maintenir les activités et répondre aux besoins qui ne s'arrêtaient pas avec la pandémie. Évidemment, la Croix-Rouge française apporte de l'aide à de nombreuses personnes et ces besoins ne se sont pas arrêtés avec un confinement ou avec une pandémie. Et puis, il a fallu répondre à des nouveaux besoins qui ont émergé spécifiquement en lien avec la crise. Alors, comment est-ce qu'on a pu transposer du coup la présentation?
C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va faire sans présentation. J'avais mis plein de photos en plus. Donc... Ouais, elle est très chouette. Hein. Moi, je l'ai, elle est super. C'est pas grave. On va y... Ah, ça marche. Ça marche. Parfait. Je grappille du temps au passage. Ça marche. Alors, c'est ma faute puisque je l'ai envoyé un peu tardivement, il est vrai. Et oui. C'est ça, c'est ça. Donc, j'assume du coup le retard. Du coup, la question a été comment est-ce qu'on va transposer cette expertise au niveau national? Évidemment, on avait capitalisé dans le passé sur nos interventions à l'international, notamment au décours d'Ebola, puisque c'était évoqué tout à l'heure par Virginie. On a pu faire un guide opérationnel, par exemple, pour pouvoir décrire nos interventions et pouvoir les réutiliser rapidement si nécessaire. On a travaillé avec la Fondation sur des sujets de recherche, notamment pendant Ebola, mais aussi à d'autres occasions depuis, et de manière de plus en plus fréquente et rapprochée avec le temps, qui nous ont permis aussi de pouvoir capitaliser sous une autre forme sur certaines questions pour mieux comprendre nos interventions, mieux comprendre les besoins auxquels on souhaitait répondre. Alors là, on peut passer au moins 2 slides. Et du coup, il y a un autre problème technique. Allez. Voilà, donc bon, là vous voyez la carte, mais je pense que voilà, on vous fait réviser du coup un peu de géographie. Voilà, on peut passer aux 2 slides suivants, encore une. Donc ça c'était pour dire qu'il y avait la pandémie, voilà, donc j'ai raté mon effet visuel, mais c'est pas grave. Donc là l'objectif c'était un petit peu, vous voyez sur la gauche, les expertises internationales, savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir les utiliser pour l'international. Donc on s'est basé, comme je vous le disais, sur différents efforts et démarches de capitalisation qu'on avait pu mener. Mais évidemment, on est dans une situation qui est un peu plus compliquée parce que, premièrement, on est dans une situation d'urgence, donc du coup, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. Et puis, on ne parle pas exactement des mêmes activités. Donc, on va découvrir ensemble les activités. Je vais vous faire quelques focus sur des expertises développées et comment on a pu faire. Donc, diapositive suivante, merci. Je peux enfin dire diapositive. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Je pense qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé dès le démarrage, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de la gouvernance de la Croix-Rouge française sur le sujet, qui s'est dit on est face à une problématique d'ampleur qui va durer. Ça, c'était pas forcément évident au départ. Et surtout, il va falloir s'organiser pour pouvoir y faire face. Et on a constitué une équipe qui a visé, en tout cas pour ce qui me concerne, à rassembler dès le départ, bien avant même le premier confinement, puisque l'épidémie a commencé un peu avant, à rassembler l'expertise internationale et l'expertise nationale au sein d'une même cellule qui était physiquement installée dans le centre opérationnel de la Croix-Rouge et qui s'est organisée pour pouvoir cadrer l'ensemble des activités et pouvoir permettre à la Croix-Rouge de continuer à fonctionner et de répondre efficacement. Je vais vous détailler 2 volets principaux. Le premier, et c'était une demande de notre gouvernance qui était, je trouve, pertinente à l'époque, qui était de travailler en priorité sur la protection des personnels. Et je pense que c'était un point important et ce qui a permis de pouvoir continuer à agir. Donc, en pratique, comment ça s'est passé? On a transposé notamment toutes les connaissances qu'on avait pu accumuler sur les différentes épidémies. On était sur une épidémie un peu particulière. Ebola n'est pas le Covid-19, mais on a quand même des connaissances sur le sujet qui nous ont permis immédiatement de pouvoir cadrer les choses, qui nous a permis de maintenir un siège, certes en mode restreint, mais ouvert et opérationnel. Ça nous a permis de maintenir des activités sur le terrain et de faire en sorte de limiter au maximum l'impact de l'épidémie sur les acteurs Croix-Rouge, qu'ils soient bénévoles ou salariés, puisqu'il y avait également les établissements qui ont dû rester ouverts pendant cette période. Donc on a pu élaborer, alors je vous donne des exemples pratiques, concrets qu'on a pu mettre en œuvre. Ça peut paraître parfois simple, mais ça a été assez efficace. On a mis notamment en œuvre un document qui a permis de cadrer et de donner les consignes claires sur comment on se protège, quels sont les éléments de protection qu'il faut utiliser, est-ce qu'on doit mettre un masque, quand est-ce qu'on ne doit pas en mettre, etc. Quand est-ce qu'on peut mettre des gants, quand est-ce que ça ne sert à rien d'en mettre, etc. Et c'est un document qu'on a mis à jour de manière extrêmement fréquente. Je crois qu'il y a eu une vingtaine de mises à jour et avec un système de mise à jour perpétuelle, c'est-à-dire que la fiche, il y a un lien dessus que vous ne voyez pas, mais qui permettait, dès que chaque personne se l'appropriait, pouvait cliquer sur un lien qui permettait de vérifier qu'il avait bien la dernière version à jour. Et si ce n'était pas le cas, de télécharger la dernière version.
Donc voilà, on a pu s'adapter pour être extrêmement réactif. On a élaboré pas mal de supports pédagogiques ou de sensibilisation. Je vous mets un exemple sur la photo en dessous. Sur les questions d'habillage, comment est-ce qu'on met une combinaison, comment est-ce qu'on met un tablier de protection, etc. Donc vous avez le comparatif entre ce qu'on avait fait pendant la période d'Ebola sur des choses qui étaient extrêmement lourdes et quelque chose de bien plus simplifié. Mais la capitalisation qu'on avait fait nous a permis de pouvoir réagir très vite, en tout cas, et de savoir quels étaient les outils à utiliser et à développer. Le troisième point, et je le détaillerai juste après, on a mis en place un système de veille épidémiologique autour des acteurs Croix-Rouge. Je vous laisse un peu de suspense de 10 secondes pour la slide d'après. Et un quatrième point, c'est qu'on a mené une réflexion assez rapidement au sein de la cellule de mener une démarche de recherche en fait, en réfléchissant à comment on pourrait recruter une cohorte au sein des acteurs Croix-Rouge de manière à pouvoir suivre leur perception de la crise dans le temps et de manière à pouvoir prendre en compte ces informations pour pouvoir adapter les messages que l'on donnait, voir les supports, voir où est-ce qu'il fallait faire l'effort pour être plus efficace. Et également le suivi, on avait un volet dans la réflexion sur le suivi de leur santé mentale. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là parce qu'on n'était pas assez nombreux et ça a été un peu lourd. Mais de manière décalée, la Fondation a pu mener un projet de recherche avec l'Institut Pasteur, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, qui, sans se concerter d'ailleurs, sur le moment, a repris finalement un peu la même idée, mais sur une étude a posteriori, et qui a donné des résultats intéressants. Et quand j'ai vu les questionnaires, on avait réfléchi notamment à certains éléments de mesures qui étaient identiques. Donc, ça fait partie des pistes de réflexion pour mieux réussir à être réactif sur ces sujets. Sur la diapositive suivante, vous allez voir du coup un exemple du résultat du système de veille qu'on avait mis en place. Donc, c'était une transposition adaptée de ce qu'on peut faire à l'international vers le national. Là, l'objectif était presque similaire. C'était de pouvoir repérer finalement les départements, les territoires qui étaient les plus affectés en termes de personnes malades au sein des équipes pendant les actions, de manière à pouvoir être extrêmement réactif en termes de soutien de ces départements pour s'assurer que les personnes étaient prises en charge correctement, mais également de pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'avait peut-être pas marché pour pouvoir l'adapter tout au long de la crise. Donc là, vous avez un exemple au 28 mai, donc on est en gros à un mois et demi d'activité. On avait 272 personnes, en tout cas, dans notre outil de mesure qui étaient affectées et qui nous permettait de voir les régions qui étaient les plus impactées par la crise. En dehors des cartes, on leur posait des questions sur les personnes qui avaient été affectées et l'outil nous permettait de savoir, donc par exemple au 28 mai, que parmi les personnes affectées, on en avait 76% qui avaient connaissance des consignes de protection qui étaient dictées au niveau national. Donc, ça nous a permis de redoubler d'efforts pour se dire qu'il y a quand même un quart des personnes qui ne le savaient pas. Donc, ça peut expliquer le fait qu'ils soient affectés. 84% pensaient avoir respecté les mesures barrières. Donc, c'était intéressant de se dire que finalement, les personnes étaient persuadées qu'elles avaient appliqué les consignes, mais ça avait peut-être pas été efficace. Alors, ce n'est pas forcément lié aux consignes, puisqu'on est au milieu d'une épidémie. En tout cas, ça nous a permis de pouvoir adapter au fur et à mesure les efforts de sensibilisation. Et ce qui était rassurant pour nous à cette date-là, c'est que 94% des personnes qui étaient affectées avaient été suivies par un pôle santé territorial, donc dans le territoire. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui n'étaient pas abandonnées, mais qui nous a permis de cibler sur les 6% de personnes restantes, de pouvoir faire un suivi individuel depuis le siège pour éviter qu'elles soient abandonnées et qu'elles ne soient pas prises en charge au niveau de leur territoire. Diapositive suivante. Donc le deuxième volet a été la question de l'adaptation des actions et voire de la création de nouvelles. Et en fait, on a cherché à rester assez pragmatique et à être sur des choses simples. Et on a mis en place une page de ressources Covid-19 en interne pour les personnes, en tout cas ressources qui agissaient sur les actions. Alors là, c'est qu'un exemple, la page est très très longue. Sur différentes catégories, on mettait à disposition des ressources qu'on avait identifiées, qu'on avait validées, qui n'étaient pas forcément rédigées par la Croix-Rouge française. Certaines étaient rédigées par la Croix-Rouge française, d'autres en collaboration avec la Fédération internationale, par exemple, ou d'autres sociétés nationales, ou d'autres acteurs, tout simplement. On avait quelques-uns de l'OMS, de MSF, par exemple, etc. Et de manière à ce qu'il y ait une page, que les gens n'aient pas besoin de faire leur propre recherche, mais qu'ils puissent avoir un endroit où ils ont accès
à des ressources validées. On a également réalisé différents webinaires régulièrement qu'on adaptait en fonction des retours qu'on avait du terrain pour pouvoir voilà, maximiser, on va dire, la transmission de l'expertise. Diapositive suivante. Donc, en termes de résultats, je pense, et je finirai sur cette diapo-là, ça nous a permis de pouvoir maintenir les actions, et c'est un point important parce que pour ceux qui étaient présents et qui étaient acteurs dans cette période-là, il n'y avait plus beaucoup d'acteurs au travail, on va dire. Quand il y a eu le confinement, cette phase de sidération, plus le confinement, a fait que beaucoup d'acteurs se sont figés et ont fermé pour protéger leur personnel. Et le fait qu'on adopte cette stratégie organisationnelle, on va dire, nous a permis de rester ouverts, alors de fermer certaines activités qu'on a jugées pas forcément indispensables à court terme, et de maintenir des actions qui étaient indispensables pour continuer à répondre aux besoins élémentaires, vitaux, et notamment, je pense à la question de l'aide alimentaire qui n'a pas fermé, et la Croix-Rouge française était un des rares acteurs à maintenir cette activité. En tout cas, au démarrage, après, les choses se sont un peu régulées. On a mis en place également des nouvelles activités. Donc, cette réflexion nous a permis de mettre en place des activités pour répondre aux nouveaux besoins, et notamment sur des systèmes de conciergerie à domicile pour les personnes qui ne pouvaient pas sortir et qui n'avaient pas d'aide. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup d'exemples, mais celui-là est un exemple assez fort qui a bénéficié d'un numéro national et du soutien du ministère de la Santé en termes de visibilité pour pouvoir répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Et puis, sur une deuxième phase, je finis là-dessus, on a pu mettre en place rapidement des actions qu'on avait l'habitude de mettre en place à l'international, toutes les actions de dépistage ou de vaccination, mais qui n'étaient pas forcément mises en place de manière classique au niveau national, et ce qui nous a permis de pouvoir ouvrir et gérer des très grands centres de vaccination et d'être un acteur important sur le sujet, puisqu'on a fait des calculs pour estimer à la fin qu'on avait pu contribuer à la vaccination de 12% de la population française, ce qui était quand même significatif pour un acteur qui ne vaccinait pas habituellement en France. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Merci. On peut peut-être prendre 2-3 questions avant de laisser une dernière fois la parole aux panélistes. Est-ce qu'il y a 2-3 questions ou commentaires? Bref. Marc, peut-être en vous présentant. Oui, bonjour, Marc Aigros, donc anthropologue à l'IRD. Moi, j'aurais plusieurs questions, mais je vais peut-être essayer de les résumer. Peut-être en commençant par l'intervention de Vincent sur l'articulation et comment on mobilise l'expertise. Juste un exemple qui a été évoqué, c'est comment on peut, en période épidémique dans l'urgence, mettre en place rapidement de la recherche. C'est un vrai problème. Et je vais donner juste un exemple qui va beaucoup parler à Virginie. C'est que quand on a voulu, on est un certain nombre dans la salle à avoir l'expertise sur l'anthropologie des centres de traitement d'Ebola pendant Ebola. Et quand il y a eu le centre d'accueil des personnes à Carré-le-Rouet, on a eu la chance, grâce à l'IRD, d'avoir un financement incitatif tout de suite, une anthropologue qui a pu être sur place, qui n'a jamais pu rentrer dans le centre. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé devant des obstacles administratifs de la part de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une interdiction formelle de rentrer dans le centre, d'accord ? Donc des mesures finalement que même on ne voit plus dans certains pays du Sud, où on peut avoir des autorisations de recherche beaucoup plus rapides sur des périodes, sur des questions urgentes. Donc ça, il y a vraiment, là, il y a de l'expérience à analyser et à reprendre. Peut-être aussi une question, alors je suis d'accord avec Laurent sur la question de la résilience. Pour faire vite, il y a plein d'anthropologues qui refusent maintenant d'utiliser ce concept qui a été récupéré, comme beaucoup de concepts, par le politique et qui devient un outil du capitalisme et des États pour ne plus rien financer après les crises. C'est-à-dire, comme les populations sont résilientes, on ne fait plus rien. Donc, c'est la question qui a été évoquée par Jean-François Mattei ce matin, de revivre après survivre. Il faut peut-être qu'on accompagne les populations après, et que donc le concept de résilience, c'est un bon moyen pour le politique de dire, comme les sociétés sont résilientes, finalement, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Voilà. Peut-être aussi, Firmin, une question sur, tu étais dans Comescov, sur les morts de masse en Italie. On a travaillé là-dessus. Ça a été pire, je crois, que c'est comparable à ce qu'on a pu voir à Ebola en Guinée, où on a la moitié de la vallée Seriana qui est décédée. On a là aussi
en reconstruction, en revivre après survivre. On a une association qui a déposé 650 plaintes devant le tribunal de Rome et le tribunal de Bergame, avec mise en examen de 19 personnalités politiques en Italie, sur une crise qui a été très, très complexe en Italie. Voilà. Et puis peut-être pour finir, Aude, sur la question des diarrhées, l'intérêt du transdisciplinaire, j'aurais plein de questions, je trouve ça très très intéressant. Sur ces questions des diarrhées, mais c'est des questions qui ont été pas mal analysées déjà. Et la question de la transdisciplinarité, moi j'ai une question déjà sur comment les gens arrivent à déterminer que c'est un foyer de fièvre typhoïde, avec quel outil diagnostique, parce qu'on sait que les tests diagnostiques sur la fièvre typhoïde sont très, ne donnent pas des résultats fiables. Et puis la question qu'on a beaucoup rencontrée en Afrique de l'Ouest, on est plusieurs à avoir travaillé sur ces questions aussi dans la salle, sur le fait que on le sait maintenant par des très bonnes études d'épidémio, plus de 80% des diarrhées, c'est des origines virales qui n'ont rien à voir avec l'eau, rien à voir avec l'alimentation, et que donc quand on fait des programmes de prévention en disant si vous faites bouillir l'eau, vous n'aurez plus de diarrhée, ça ne marche pas, les gens n'y croient pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il faudrait être plus rapide que l'anthropologue qui vient de parler. Dont je suis. J'espère. Merci, Annie César. Ma question, c'est à Vincent. La première question, c'est à Vincent. J'ai eu la chance, donc, en 2015-2016, de porter un projet pour la Fondation Croix-Rouge française sur Ebola en Guinée. Et donc, lors de la restitution des travaux, je crois que c'était au siège de la Croix-Rouge, la séance a même été arrêtée parce que, bien évidemment, j'avais dans mon rapport évoqué certains aspects du terrain qui n'étaient pas du goût de certains responsables de la Fondation, de la Croix-Rouge. Bon, d'ici là, les choses ont beaucoup changé, mais c'était la question de la coordination de l'intervention, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le terrain, sur les mobiles de résistance des populations, mais on n'avait pas, la recherche a permis de relever également qu'il y avait un problème d'abord au niveau de la Croix-Rouge française. Ce n'était pas un problème de formation, mais c'était un problème de coordination. Pourquoi? Parce que dans l'urgence, on a fait intervenir les EPRUS, on a fait intervenir... En fait, c'était sous le bannière Croix-Rouge officiellement, mais les acteurs du terrain n'étaient pas uniquement Croix-Rouge. Donc, le coordinateur de l'action des terrains, qui lui est responsable Croix-Rouge, donc le responsable avait du mal à avoir sous ses ordres des personnes qui estimaient qu'elles n'avaient pas à répondre à ces ordres. Du coup, ça faisait un peu cacophonie au niveau de la coordination de l'action, et donc ça se ressentait sur le terrain. Ça, c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau, comment vous travaillez avec les autres humanitaires, parce que les populations ne sont pas dupes. On s'est rendu compte en Guinée que la plupart des organisations humanitaires préféraient les actions qui les mettaient en lumière, qui étaient médiatisées. Les actions qui n'étaient pas médiatisées, donc n'étaient pas, alors qu'elles étaient aussi importantes. Donc on se retrouvait parfois, ils se retrouvaient, eux, moi je suis chercheur, donc j'étais un peu en retrait. Les humanitaires se retrouvaient parfois sur un même terrain pour les mêmes activités dans la même communauté. Du coup, ça a développé tout ce qu'il y a eu autour de business et Ebola business, parce que la population ne comprenait pas comment 2-3 organisations humanitaires qui étaient censées coordonner une action se retrouvent sur le même terrain pour ces mêmes actions. Donc, à ce niveau-là, comment vous gérez la coordination avec les autres structures humanitaires qui peuvent intervenir en cas de catastrophe liée à une épidémie? Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci. Alors, on va peut-être s'arrêter là et puis... Okay. Mais très courte. Moi, je suis médecin, donc ça va aller assez vite. Je voulais demander à Alice, en fait, tu as parlé de la sidération des populations. C'est ce qu'on a connu en France, mais comment les pouvoirs publics, est-ce que tu peux faire aussi une comparaison entre la réaction des pouvoirs publics face à Ebola et la réaction des pouvoirs publics en France face au Covid? Très bien, merci. Alors, je vous propose de vous passer la parole les uns après les autres pour répondre aux interpellations dont vous avez été l'objet éventuellement, et puis si vous avez un message conclusif à faire passer. Vincent? Alors, merci pour ces deux questions. En plus, ça tombe bien parce que, au travers de ces deux questions, vous me piquez d'une certaine façon mes idées de conclusion. Donc, c'est parfait. Comment on va faire la conclusion combinée, c'est impeccable. Sur les questions de comment est-ce qu'on mène un projet de recherche finalement en urgence, je pense que c'est ça un peu le sujet. Justement, moi, je voulais un peu poser ça comme prochaine étape en fait, de réflexion et de travail. Aujourd'hui, quand on répond aux épidémies, quand on répond à d'autres types de situations, on se prépare.
on met en œuvre, en tout cas, on n'improvise pas. Donc, on met en place toute une phase de préparation, on forme les gens, on se dote du matériel nécessaire, des finances nécessaires, et puis de façon à ce que le jour où la catastrophe arrive, on a besoin d'intervenir, on n'a plus qu'à dérouler le plan, on va dire. Alors forcément, ça ne se passe jamais comme prévu, mais en tout cas, on est prêt. Et je pense que sur les questions de recherche, finalement, dans ces phases d'urgence, il faudrait peut-être faire la même chose, c'est-à-dire mieux se connaître avec les chercheurs, les acteurs de la recherche, préidentifier peut-être des sujets phares sur lesquels on pourrait activer ce dispositif. Et puis je crois que Alice l'évoquait dans ses dernière slide, il y a la question d'avoir peut-être travailler sur des autorisations en avance, travailler sur des financements en avance pour qu'on soit réactif. En tout cas, je pense qu'il y a toujours une notion de temporalité différente entre les opérations d'urgence et la recherche. C'est normal. Ça fait partie c'est intrinsèque, on va dire, aux deux actions, mais pour qu'elles puissent se combiner, il faut les aligner. Et je crois qu'on a encore du travail là-dessus. Sur la question de Ebola, j'espère que j'ai répondu à la question du coup, mais comme je vois qu'il reste peu de temps, j'enchaîne. Sur la question d'Ebola en Guinée, je crois que sur ce projet de recherche qui avait eu lieu dans une démarche d'évaluation des actions de la Croix-Rouge française à l'époque, donc on était en 2016-2017, donc on se plaçait après le démarrage de l'opération. On était un petit peu sur les premiers projets un petit peu en commun, c'était un peu le démarrage, en tout cas pour ce qui me concernait à l'époque, puisque j'étais déjà présent. Et d'ailleurs, je suis content d'entendre que ce n'était pas un problème de formation, parce qu'à l'époque, j'étais responsable de la formation des personnes qui partaient. Donc, du coup, je me sens mieux. Mais en tout cas, pour être sérieux, je pense qu'on était dans une phase où effectivement, finalement, c'est peut-être en lien aussi avec la question précédente, où les gens ne se comprenaient pas forcément, les objectifs étaient différents et l'intérêt de cette démarche n'était pas forcément bien compris au départ. Mais je pense qu'il y a un autre sujet qui est la question de l'appropriation des résultats de la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, la question de ce qui peut se traduire par une recherche parle aux chercheurs, mais pas toujours aux personnes qui agissent sur le terrain. Et je crois qu'on a encore du travail à faire là-dessus, même si aujourd'hui, en tout cas avec la Fondation, on y travaille. Et je crois que les dernières expériences sont plutôt positives sur le sujet. Mais je crois qu'il faut que à la fois les acteurs du terrain et à la fois les chercheurs fassent cet effort de venir un petit peu sur un terrain commun pour se comprendre. Et malheureusement, quand on est chercheur, on est souvent... aujourd'hui, je ne suis pas dans un poste de chercheur puisque je m'occupe de l'expertise santé de la Croix-Rouge, mais ayant un doctorat, je me considère un petit peu à cheval sur les deux notions, et je crois que quand on est chercheur, on aime bien parler de son sujet, on aime bien porter sa recherche, mais il faut aussi penser que pour qu'elle serve à quelque chose, elle puisse être utilisée sur le terrain, et que c'est forcément des acteurs de terrain qui l'utilisent, et on doit, je crois, prendre l'engagement de travailler sur ce point-là pour mieux travailler. Voilà un peu mes deux. Si je peux juste rajouter, Vincent, en une seconde, on a fait l'erreur, c'est un de nos premiers projets, de ne pas travailler en concertation, en participation. C'est-à-dire qu'on a pensé que la recherche était à côté, et alors on aurait dû vraiment beaucoup plus mettre nos collègues dans la boucle, co-construire ensemble, vous faire travailler ensemble, ce qu'on a changé après radicalement, parce que pour le Covid, on était autant en lien avec nos collègues qu'avec Genève, qu'avec les chercheurs, et en fait, c'est en discussion avec tous les acteurs qu'on a réussi à travailler, à élaborer une question de recherche qui était avec une plus-value pour tout le monde et où chacun avait un rôle finalement. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, merci Marie pour la question. Je ne vais pas y répondre moi-même puisque je n'ai pas travaillé je n'ai pas d'analyse scientifique sur la France, mais je renvoie à l'étude de Emmanuel Hirsch. Or, son livre s'appelle quelque chose comme L'éthique et l'épidémie. Bon, je m'excuse parce que c'est peut-être pas exactement ce titre, mais il a analysé tous les enjeux éthiques, et son principal message, c'est qu'il n'y a pas eu de démocratie sanitaire en France. Alors, ça pose une question intéressante quand on regarde comment l'OMS se positionne par rapport à ces aspects. Alors, la promotion de la démocratie, jusqu'à présent, sanitaire, c'était plutôt au niveau des valeurs, en termes éthiques, donc parallèle à l'efficacité médicale. Et de plus en plus, je l'ai évoqué dans les dias,
L'OMS avance que sur la base de preuves, la démocratie sanitaire, elle met en avant une logique scientifique pour évoquer le recours à la démocratie sanitaire. Alors, ça veut dire, derrière ça, il y a tout un chantier qui est le fait de produire des preuves avec des sciences sociales, donc de l'analyse qualitative, qui est autant de force que la preuve statistique classique. Ça veut dire aussi qu'on peut s'interroger sur est-ce que l'éthique, de toute façon, une approche éthique, fait ses preuves, quelles qu'elles soient, ou a besoin ou pas de faire des preuves en plus des preuves médicales. Enfin, c'est des questions, c'est pour dire que le chantier là-dessus est vraiment en cours et très vaste et très ouvert. Merci. Je pense, je ne sais pas si c'est vraiment une question que vous m'avez posée ou si c'était pour compléter. Mais vous avez parlé des morts de masse en Italie. Bon, et la question de l'association. Ce que je peux dire, c'est que si on regarde pour Covid, Ebola et SIDA, on va voir que pour Covid en Italie, ce sont les familles en fait, des personnes décédées ou mourantes en fait, qui sont mobilisées pour revendiquer en fait cette maudit, cette reconnaissance du rituel en faveur des personnes mourantes ou décédées. Quand on regarde du côté du SIDA, ce sont très souvent les ONG qui sont mobilisées et puis parfois les personnes qui sont aussi affectées, qui sont dans des ONG. Et du côté de Ebola, ce sont les personnes guéries, souvent, pour la Guinée, je pense que Alice pouvait peut-être compléter, préciser les choses. Ce sont les personnes guéries, en fait, qui sont mis ensemble pour essayer de revendiquer, en fait, leur reconnaissance. Donc, pour essayer de revivre, pour rebondir après, comme votre article le dit d'ailleurs, sur revivre, descendre à la suite de la mort, donc la mort du sida qui est une mort sociale. Donc, c'est ce que je pourrais dire quand il y a une situation de mort de masse en fonction du type de mort de masse. Les acteurs qui se mobilisent ne sont pas toujours les mêmes. Merci. Oui, alors je vais essayer de répondre aux questions. Comment les foyers de fièvre typhoïde ou les cas de fièvre typhoïde sont détectés? C'est le réseau de surveillance de Santé publique France en fait, qui se rend à domicile, qui fait des prélèvements. Alors après, c'est vrai que moi, je ne vais jamais assister à ça, donc je ne pourrais pas ouvrir la boîte noire. Mais voilà, c'est comme ça que c'est détecté. Et effectivement, c'est vrai que le fait de faire bouillir l'eau, c'est qu'un geste d'hygiène parmi d'autres. La recherche que j'ai menée est portée sur bien plus de gestes d'hygiène. Là, j'ai utilisé celui-ci parce qu'en fait, au départ, il y avait l'idée en même temps qu'il y avait ce financement par l'ARS et l'AFD, de trouver d'autres financements pour travailler avec des épidémios et éventuellement faire des prélèvements carrément dans les foyers, justement sur les excrétas, etc., pour justement creuser ce lien en interdisciplinarité. Le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire les budgets. Donc, s'il y a une des conclusions aussi, c'est trouver les fonds, notamment aussi pour des recherches en interdisciplinaire. Et sur les sciences humaines et sociales, je partage un peu ce que tu as dit, Virginie, c'est-à-dire que souvent, nous, on nous fait intervenir en fait après que les questions soient posées. Je le vois même sur mon poste actuel à la Maison des sciences de l'homme, sur les défis clés qui sont financés par la région, par exemple. On vient chercher les SHS après pour encadrer des masters à côté, mais en fait, finalement, pas pour l'idée des programmes de recherche. Je trouve que c'est dommage parce que des fois, en fait, on aimerait bien aussi aider à poser la question, parce que ça pose la question justement de la traduction. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on se remette en question, nous, chercheurs. Comment en fait on pense l'urgence, comment on pense notre façon de communiquer. On est aussi par moments frileux parce que ça nous expose. Moi, je peux parler de mon cas, je suis contractuelle. Du coup, prendre parole. Ma thèse, elle a été aussi vue comme une thèse un peu militante. Comment on peut aussi ne pas être vu comme conseiller du prince.
avec ce principe de neutralité. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, je pense, sachant qu'il y a aussi la recherche académique, l'excellence. Mais il y a un secteur dont on parle peu, je trouve, et c'est dommage, c'est le tiers secteur de la recherche. Parce que quand on connaît, en tout cas, moi je vais parler pour la recherche française et l'état de la recherche en France, il y a beaucoup de jeunes docteurs qui sont brillants et qui ne sont pas recrutés parce qu'il y a un manque de postes et qui se rabattent sur le tiers secteur de la recherche, qui font des recherches actions avec des idées, notamment d'innovation sociale, et qu'on a du mal en fait à identifier, qui ont du mal à publier parce qu'ils n'ont pas les contextes, ils ne sont pas portés par les laboratoires. Et il y aurait peut-être voilà, une ouverture pour ça. Et après, encore deux choses pour Mayotte en termes de conclusion. Moi, je trouve que c'est un plaidoyer auprès des élus politiques en fait, pour les former, pour les aider à porter les projets, pour les faire monter en compétences techniques, parce qu'on sait que plus il y a de compétences techniques pour les élus politiques, plus on améliore leur capacité à porter les projets et à accompagner les acteurs humanitaires et accompagner donc, les acteurs de santé. Et cet enjeu de capitalisation qu'il faut, je pense, penser. Voilà, je me tais. Alors peut-être en petit mot à la fin, en lien à ce que tu viens de dire, Aude, et puis en lien au travail qu'on fait avec Omar Abou Samra au consortium de recherche Croix-Rouge et Croissant-Rouge, je pense que de revenir au nerf de la guerre et au financement, c'est important parce que nous, ce qui nous frustre extrêmement, c'est de voir qu'il y a tellement de solutions qui sont à portée de main. C'est-à-dire quand on voit vos travaux et quand on voit nos collègues agir sur le terrain, en fait, il y a des choses très facile à faire. Ça demande un petit peu de ressources, mais ce n'est pas énorme si on regarde par rapport à d'autres projets qui sont consommateurs de haute technologie ou de beaucoup de fonds. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne nécessite pas beaucoup. Les solutions sont vraiment à portée de main. C'est juste trouver ces financements qui nous permettent de faire ce dernier kilomètre. Nous, en tout cas, on est prêt au niveau, on va dire, des praticiens, si on se met du côté Croix-Rouge, on essaye de comprendre comment nous, on peut mieux accompagner ce dernier kilomètre. On espère qu'aussi, c'est un combat qu'on pourra mener ensemble avec les chercheurs pour essayer de trouver ces financements qui vont permettre d'agir ensemble à cette assimilation plus rapide des résultats. Il y a les politiques publiques, mais au moins au sein de nos structures qui peuvent agir plus rapidement et avec d'autres mécanismes. Merci. Peut-être juste un mot pour conclure, d'abord pour remercier les intervenants, puis l'assistance aussi pour ses interventions et son écoute. Et puis pour dire qu'on a fini sur un point important, enfin, qui nous tient à cœur à la Fondation, c'est les conditions de production de la recherche sur ces problématiques-là et le lien avec l'aide humanitaire. On a parlé de la question des financements, on a parlé de la nécessité d'anticiper les choses pour être prêt quand survient une crise et que les chercheurs puissent embarquer. Et puis, il y a la question de la capitalisation aussi des résultats de recherche sur d'autres épidémies qui permettraient d'éclairer les futures épidémies. Je crois que c'est important d'avoir... On a tourné un peu autour de ce sujet qui nous tient à cœur et on a fini sur ce sujet. Je crois que c'était important. Voilà, encore merci. On est pratiquement dans les temps.